Très bien. Eh ben, bonjour à tous. Bonjour Michel. Mer- Bonjour. merci de nous retrouver pour cette interview qui n'a rien de virtuel, qui est juste dématérialisée. Vous êtes en Normandie, nous sommes à Paris et il est question de vous partout dans le point cette semaine notamment, puisque paraît donc votre dernier ouvrage, Rien ne t'efface. Alors bravo, on va parler de cette histoire absolument terrible, puisque ça démarre cette fois vraiment sur des chapeaux de roue. Racontez-nous un petit peu, on part à Saint-Jean-de-Luz. Dans ce roman, on va à la plage, c'est pas encore la saison, mais on est bien content. Alors racontez-nous ce qui se passe sur cette plage de Saint-Jean-de-Luz en 2010. Alors, les tout premiers chapitres, c'est effectivement Maddy, qui est médecin à Saint-Jean-de-Luz, qui élève seul son enfant, Esteban, qui a 10 ans. Et puis Esteban va disparaître un matin. Et Maddy, évidemment, va le rechercher. Et puis surtout, elle refait sa vie. Et 10 ans plus tard, elle revient à Saint-Jean-de-Luz, sur cette même plage. Et là, elle tombe nez à nez avec son enfant. En tout cas, elle reconnaît Esteban. Sauf qu'Esteban n'a pas vieilli, il a toujours 10 ans, même s'il porte les mêmes habits et même s'il s'exprime exactement comme Esteban. Et donc, particulièrement troublée par cette ressemblance, elle va décider de se renseigner sur cet enfant qui s'appelle Tom et de le suivre jusque chez lui, c'est-à-dire en Auvergne, à Murol. Et donc là, elle va à la fois se persuader que c'est son enfant Esteban qui s'est réincarné, faute d'autres explications logiques, et également se convaincre qu'elle doit protéger Tom parce qu'elle n'a pas su protéger Esteban 10 ans plus tôt. D'accord. Bon, alors quand même, cette mère, elle a l'air équilibrée, mais bon, c'est pas possible, enfin, Michel. Bon, Bah alors oui. comment, voilà, vous arrivez à jouer, là on a une disparition, une réapparition et voilà une affaire de réincarnation, on va dire. Ça fait beaucoup de sions et pourtant on reste dans quelque chose d'assez rationnel. Vous retombez sur vos pattes, hein, parce que quand vous le racontez comme Ouais. ça, on se dit bon. Alors c'est important pour vous de conserver, j'ai envie de dire, voilà, les pieds sur terre malgré tout, avec des intrigues très interrogeantes. Oui, parce que pour moi, c'est une question de, comment dire, de respect aussi du lecteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit au lecteur, il y a une énigme à résoudre, il y a un mystère inexplicable, et donc il faut tirer une explication. C'est un peu comme dans un crime impossible, en fait, quand on dit, voilà, c'est le mystère de la chambre jaune. C'est-à-dire personne n'a pu entrer, n'a pu sortir, et pourtant, la personne est bien morte. On ne peut pas dire, bah, la personne a traversé le mur ou etc. Enfin, il faut trouver une explication rationnelle. C'est le principe de la grande illusion. On sait que ça n'est pas du surnaturel. Et donc, ce qui est génial, enfin moi ce que j'aime inventer et lire aussi, c'est quand on pousse le plus loin possible l'inexplicable, tout en gardant dans sa manche une explication rationnelle. C'est exactement comme un tour de magie. Plus le tour de magie est spectaculaire, plus on se dit mais c'est impossible, comment a-t-il fait? Et plus effectivement le tour de magie est réussi. Donc c'est effectivement comme ça que je commence à construire mon récit. Et puis il y a quand même un côté aussi émouvant, c'est-à-dire que c'est parti quand même de l'idée d'une mère qui revoit son enfant 10 ans plus tôt comme s'il n'avait pas vieilli. Et effectivement, c'est quand même une sorte de fantasme de tout parent, peut-être, de ne pas voir ses enfants grandir. Enfin, il y a quelque chose comme ça toujours d'étrange voilà, de figer les enfants dans le temps, alors qu'évidemment, ils continuent de vieillir toute leur vie. Alors, c'est toujours présent dans vos romans, l'enfance. Je crois que vous n'avez jamais écrit finalement un roman sans qu'il soit question Non, je crois pas. d'enfance, voilà, et de la nostalgie surtout de l'enfance. Je veux dire, c'est non seulement c'est pivot, mais vous l'utilisez vraiment. Est-ce que c'est important d'un point de vue narratif ou est-ce que ça va chercher plus loin chez vous? Je pense qu'il y a les deux, c'est-à-dire je pense qu'il y a la dimension d'émotion mélancolique, nostalgique qui nous ramène au destin, aux trajectoires de vie. Et donc, quand on fait une trajectoire de vie très vite, on a un personnage, on essaye, on a envie de savoir comment il est devenu comme ça, donc qu'est-ce qui dans son enfance l'a poussé, l'a conduit à agir comme ça. Donc il y a cette dimension psychologique. Et puis il y a aussi quelque chose de purement narratif. C'est vrai que j'adore les chapitres où je mets en scène des enfants, où ce sont les enfants qui ont la parole, qui parlent. Et là, j'ai plutôt choisi cet âge de 10 ans. Alors j'ai plutôt fait parler des ados assez souvent, parce que, évidemment, c'est un roman qui parle beaucoup de la réincarnation, donc du merveilleux. On n'est pas loin de la sorcellerie, on est en Auvergne. Et donc, mes enfants de 10 ans, ils sont à la fois encore très crédules par rapport à ces croyances, par rapport à ces histoires magiques, mais
pas complètement, puisqu'à 10 ans, on commence à se dire que ça n'existe pas complètement, les sorcières ou la réincarnation, etc. Donc, j'ai beaucoup aimé jouer sur ce mélange entre les deux, et j'espère que le lecteur lui-même est un peu perdu et ne sait plus si ses enfants disent la réalité ou pas. Et d'ailleurs, c'est quand un enfant de 10 ans raconte des choses incroyables, on est toujours partagé entre se dire est-ce qu'il invente ou est-ce qu'il est dans une réalité. Et l'enfant Michel Bussy, il était comment à 10 ans? On se pose la question. Je pense que j'étais pareil, c'est-à-dire qu'il y avait ce côté, évidemment, je commençais à être raisonnable, à m'intéresser à des choses, on va dire sérieuses ou voilà, des expériences scientifiques, etc. Puis à la fois, j'adorais le merveilleux, demander mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça a été inventé, etc. Donc je m'intéressais beaucoup aux mythes. Par exemple, pour ceux qui ont mon âge, ils se rappellent peut-être, il y avait une collection qui s'appelle des contes et légendes. C'était des bouquins blancs avec les contes et légendes de la Rome antique, contes et légendes, je ne sais pas, des Indiens d'Amérique, etc. Il y avait cinquantaine de volumes et je dévorais tout ça. J'adorais les contes et légendes parce qu'évidemment, on était parfois dans des choses très historiques, très vraies, et puis il y avait des choses absolument merveilleuses. Et donc, je naviguais entre les deux. Je les ai toujours d'ailleurs. Alors, de cet univers d'enfance que vous aimez bien, comme ça, j'ai envie de dire un peu malaxé, travailler un peu dans tous les sens, vous êtes quand même dans le domaine du thriller, du polar. Je veux dire, il n'y a pas toujours des morts, mais enfin, parfois il y en a. On ne dira rien pour celui-là. Il y en a quand même, il y en a quand même. Ouais, il y en a. Donc, alors voilà, est-ce que vous avez l'esprit particulièrement troublé comme ça pour mêler, j'ai envie de dire, cet univers de l'enfance gentil, un peu guilleret, le conte de fées, avec les Oui, horreurs du polar et du thriller? je crois qu'il y a de ça, c'est-à-dire c'est vrai que c'est le conte de fées. Du coup, je disais que par exemple, un des premiers thrillers, c'est quand même Le Chaperon Rouge, par exemple. C'est quand même un pur thriller avec son suspense, avec usurpation d'identité, déguisement, corps poursuite. Bon. Donc la plupart des contes de fées sont en fait des vrais thrillers, hein, Le Petit Poucet, enfin, etc. Donc effectivement, il y a ça, et c'est vrai que le conte est d'autant plus réussi qu'il est à la fois cruel, mais aussi qui renvoie à l'enfance, à une forme d'innocence, et éventuellement même, quand même, parfois, à ce que l'innocent gagne contre l'ogre ou contre le loup. Donc voilà, donc il y a quand même quelque chose qui mélange la peur et quand même un côté féerique, un côté magique, et les deux se mêlent. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'à l'étranger, les polars français qui jouent beaucoup sur ce côté féerique, ce côté un peu sorcellerie, même ce côté poésie, sont assez connus. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on qualifie les polars français. Enfin, je pense à Pierre Lemaitre, à Fred Vargas ou à d'autres. Il y a comme ça, parce que c'est quand même une dimension qu'on voit quand même beaucoup moins dans les polars américains ou scandinaves, je trouve. Cette dimension un petit peu très ancrée dans la terre, dans les villages et dans cette mémoire des lieux. Et donc, c'est vrai que c'est un roman vraiment qui s'ancre dans cette mémoire des lieux et donc dans la transmission des générations avec comme ça ces enfants, mais aussi des personnes âgées. Enfin voilà, on a un peu tout ça. Donc c'est ce que j'aime faire. Et alors pour le lieu, là en l'occurrence, ça démarre à Saint-Jean-de-Luz. Maddy, qui est donc l'héroïne, la maman du petit Esteban qui disparaît, et d'Étretat, bon, évidemment, c'est chez vous, la Normandie, etc. Arsène Lupin, vous pourrez nous parler de la série si vous l'avez vue. Je fais le clin d'œil à El Trota pour assurer le coup. Ouais. Ben voilà, c'est bien, check. Mais en revanche, voilà, j'ai envie de dire, vous êtes quelque part, vous êtes étiqueté depuis toujours. Cet auteur, vous avez commencé par écrire, vous avez été un auteur régional, comme on dit. Voilà, vous avez été un Normand patenté avec un nom corse, certes, mais normand. Et puis là, on est donc en Auvergne. Et est-ce que cette France qu'on adore, nous, depuis un an, parce qu'on ne peut plus la quitter, et vous, ça a toujours été votre terrain de chasse pour la narration? C'est voilà, vous avez eu du flair ou c'est vraiment un appétit? Vous êtes absolument français avant tout? Non, je ne crois pas être français avant tout, vraiment pas. Enfin, il y a pas mal de romans qui, voilà, enfin, évidemment, si j'écris sur les Marquises ou la Corse, c'est quand même la France, mais Ouais. j'ai écrit, je sais pas, La Dernière Licorne, qui se passe beaucoup en Arménie, en Iran, en Azerbaïdjan, donc dans des lieux qui sont complètement, qui nous apparaissent à la fois exotiques et dangereux. Non, non, vraiment, en tant que géographe, j'ai vraiment envie d'écrire sur des lieux extrêmement divers, variés. J'ai adoré, par exemple, on l'a trouvé plutôt joli, écrire sur l'Afrique et sur le Mali. Enfin, frère, c'est vraiment toujours hyper agréable d'écrire sur des lieux lointains qu'éventuellement on connaît mal.
Mais évidemment, il y a aussi l'intimité des lieux qu'on connaît bien. Alors, j'ai beaucoup écrit sur la Normandie, évidemment, que je connais bien. Et puis, l'Auvergne, c'était une envie assez ancienne d'une région que je connais bien. J'y suis allé de 6 ans, pratiquement à 20 ans, tous les étés en colo. Donc, voilà, je connais bien et puis j'aime beaucoup. Et puis, j'aime bien en Auvergne ce mélange à la fois d'un côté paisible, il y a un côté randonneur, il y a un côté familial, il y a un côté presque un petit peu vieux, c'est-à-dire qu'on dit on va passer nos vacances en Auvergne, c'est pas le truc qui fait rêver les ados, mais voilà, qu'on apprécie un peu plus âgé. Bon, voilà. Donc il y a ce côté région tranquille, et puis il y a quand même ce côté des paysages assez étranges avec ces pluies, la sorcellerie, évidemment le soufre avec le volcan, et puis ce fameux lac Pavin qui est quand même une espèce de lieu très mystérieux. Donc c'est vrai que très vite, si on gratte, on va trouver des traces comme ça de mystère en Auvergne. Et c'est vrai que quand j'ai cherché un lac et un endroit un peu rural en France, très vite, je me suis dit non, l'Auvergne va être idéal parce que voilà, il y a un côté à la fois calme, tranquille, et si on gratte, on trouve du mystère. Je l'ai dit, je pense qu'on en trouverait un peu partout en France si on cherchait. Voilà, vous avez bien travaillé le mystère, mais pourtant, vous prenez une héroïne qui est médecin, qui est généraliste, voilà, une scientifique, on a envie de dire, elle va forcément avoir un esprit cartésien, c'est pas Didier Raoult, etc. On a, on a envie de se dire, bon, celle-là, on peut la suivre, elle pense droit. Et puis finalement, on arrive effectivement, bon d'abord, oui, elle est effectivement soumise à une grande confusion sur la disparition de cet enfant qu'elle refuse d'envisager mort, n'est-ce pas, bien qu'il ait disparu un jour de grosses vagues sur la plage. Et puis, il y a cette arrivée en Auvergne, et là, vous avez quand même des personnages extrêmement intéressants. Alors, on est en immersion, on croirait du Agatha Christie, hein, on est quasiment dans un club, dans un village, et ils ont des noms pas possibles. Moi, j'ai adoré, je ne sais pas comment vous les avez choisis. Racontez-nous un peu ces personnages, là, le secrétaire de la mairie, l'assistante sociale. Ouais, alors, moi, ce que j'aimais bien, c'était quand même, il y avait ce côté, alors c'est pas rendez-vous en terre inconnue, mais il y avait quand même ce côté de Maddy, qui est une médecin généraliste, sûre d'elle, voilà, active, etc., et qui va débarquer effectivement à Murol, un peu comme le Sauveur, parce qu'ils n'ont plus de médecin, donc évidemment, ils voient débarquer une médecin, ils sont très contents. Et donc, évidemment, le médecin dans un petit village, c'est quelqu'un qui connaît tout le monde, qui est respecté, etc., sauf qu'évidemment, elle arrive avec une idée derrière la tête, donc derrière la façade du médecin respectable. Très vite, on se dit, elle est un peu louche, elle fait des trucs bizarres. Bon, voilà. Donc, j'aimais bien déjà cette ambiance-là du regard qu'on peut porter sur le médecin. Et puis, effectivement, il y a une galerie de personnages que je voulais assez attachant et décalé, comme d'ailleurs, j'espère le faire souvent c'est un peu, ça rappelle Crédu le Grand-Duc, d'un avion sans aile, ou d'autres personnages comme ça, c'est-à-dire c'est des personnages un petit peu décalés, surtout quand ce sont des enquêteurs, c'est-à-dire mon couple, Savine, Nectaire, ce sont les deux enquêteurs. Et donc, effectivement, comme moi, on n'a pas de flic récurrent, c'est terrible parce qu'à chaque fois qu'il faut qu'on réinvente des enquêteurs à chaque fois, voilà, c'est pratique quand on a un flic récurrent, c'est le même. Voilà. Donc là, il fallait que je réinvente deux enquêteurs et donc j'ai inventé un couple un peu étrange, effectivement, d'un secrétaire, enfin, d'une assistante sociale de mairie municipale et d'un secrétaire de mairie, ancien flic. Et donc, c'est tous les deux qui vont effectivement se mettre à soupçonner Maddy et à enquêter sur cet étrange médecin. Et évidemment, un couple improbable, puisqu'on a à la fois Nectaire, qui est un profil de vieux garçon qui habite avec sa sœur, très lent, et qui refuse un peu de soupçonner parce qu'il a justement arrêté d'être flic. Et puis Savine, qui est plutôt au contraire une assistante sociale très proactive et très, très dynamique. Et donc, voilà, cette espèce de couple improbable m'a effectivement à la fois amusé, et puis à la fois, c'est toujours quand on raisonne sur des enquêtes, c'est vrai que le duo d'enquêteurs est toujours très important parce que c'est lui qui un peu crée la dynamique dans une enquête. Et donc, il faut trouver le bon équilibre en quelque chose qui est à la fois amusant, distrayant, tout en ménageant des grands moments de tension et d'émotion. D'accord, bah, ils ont quand même des patronymes. J'espère que vous les Oui, avez. alors Nectaire, je me suis amusé parce que c'est vrai que Nectaire, bon après Savine, alors Savine pour les Auvergnats, il y a une petite commune, enfin un bourg qui s'appelle Saint-Amand-Roche-Savine, et donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Savine-la-Roche, donc là Ouais, c'est pour les Auvergnats. clin C'était d'œil pas à un pour ceux endroit qui où j'allais savent. en polo. Et puis Nectaire, alors Nectaire, c'est évidemment, tout le monde connaît le Saint-Nectaire. Alors j'ai regardé comme depuis, il y a eu deux personnes d'un siècle qui ont porté le prénom Nectaire, dont une personne qui est née entre 1940 et 65, donc qui est peut-être encore vivante. Donc il y a peut-être encore un vrai Nectaire en France. Mais donc je me suis amusé effectivement à appeler mon héros Nectaire, qui est finalement un prénom plutôt
plutôt joli. Enfin, je ne sais pas, il y a un Saint-Nectaire, donc je trouve que c'est plutôt classe de s'appeler Nectaire. Enfin, c'est plus classe que Camembert, par exemple, qui n'a pas de ça. Donc Et voilà, qui est normand. non, Ouais. je n'ai pas osé pour la Normandie. Quoi, voilà. Alors, vous parlez d'équilibre entre ces personnages dans les couples d'enquêteurs, vous parlez d'équilibre entre la dose de mystère et puis la raison qui accompagne à chaque fois vos histoires. Et justement, cette histoire-là, genre, je vais citer Nectaire, hein, à la fin, il dit « le monde se divise en deux ». On va dire, il y a ceux qui croient en la réincarnation et les autres, hein, s'il fallait résumer. Alors, parlez-nous un petit peu de cette division du monde, moi, qui m'a beaucoup intéressée. Oui, alors c'est vrai que Nectaire, alors il a un gimmick qui est toujours de dire, d'essayer de faire un peu de la philosophie de comptoir et de dire que le monde se divise en deux à travers des détails du quotidien, comme on le ferait dans un test psychologique. Et c'est vrai qu'alors je me suis amusé à en trouver plusieurs, mais on pourrait effectivement s'amuser à en trouver plein dans la vie quotidienne de façon de diviser le monde en deux. Mais ce qui m'a vraiment amusé, ouais, c'est de prendre des détails. Alors, comme le premier détail, on peut le dire, effectivement, selon si on fait des mandarines emballées dans un petit papier voilà, d'emballage, ou si on prend des mandarines sans. Et donc, il dit, voilà, il y a des gens qui ont confiance dans les autres, ceux qui n'ont pas confiance, ceux qui bon, voilà. Donc, voilà, il y avait ce côté philosophique qui permettait de faire un peu comme ça quelques citations amusantes. Et puis, évidemment, la réincarnation qui est aussi, enfin, j'ai beaucoup joué, je pense, sur l'idée du distinguo entre ce qu'on appelle les âmes jeunes et les âmes matures, c'est-à-dire les âmes jeunes qui seraient celles qui n'auraient pas encore connu de vie, donc qui sont pleines de peps, et puis qui ont envie de tout faire en une vie parce que voilà, elles découvrent la vie, et puis les âmes matures qui auraient déjà vécu des tas et des tas de vies, peut-être depuis l'Empire romain, et finalement sont un peu lassés et puis se contentent de rester dans leur canapé en regardant le temps passer parce que, voilà, évidemment on ne le sait pas, mais cette espèce de zénitude est liée aux vies antérieures qu'on a eues. Alors, c'est évidemment une théorie, personne ne sait si elle peut être vraie ou pas, mais en tout cas, ça me permettait d'avoir des caractéristiques de personnages marquantes, qu'on rencontre d'ailleurs toujours dans la vraie vie, hein, c'est-à-dire évidemment des gens euh, très hyperactifs et très soucieux de ne pas perdre une seconde de leur vie, et au contraire des gens qui finalement comprennent assez peu l'affolement des autres, parce que pour eux, une vie, ça se savoure, et il n'y a pas besoin de courir comme ça tout le temps après. Voilà, donc alors après, Alors, évidemment, peut-être qu'il y a des tas de caractères autour de cette coupure-là, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle donnait par la réincarnation, en tout cas, ça permet de l'aborder. et alors vous, Michel, vous êtes du genre à attendre que ça se passe sur le canapé, à savourer, ou vous courez après votre montre tout le temps? Bah oui, je pense que je suis quand même, quand on écrit des romans comme ça, voilà, je suis quand même plutôt à courir après ma montre tout le temps. Et c'est vrai qu'il y a comme ça une espèce d'urgence ouais, de se dire, bah, les histoires doivent exister, puis quand une histoire s'arrête, on en réinvente une autre. Enfin oui, il y a une espèce de course contre la montre, mais je dirais c'est valable pour ça, comme l'envie de découvrir plein de pays dans le monde ou l'envie de visiter plein de choses. Enfin voilà, il y a toujours voilà, cette fameuse chanson de Fugain, je n'aurai pas le temps, même en Milan, etc. Donc c'est vrai qu'il y a toujours moi en tout cas, je ressens un peu la vie comme une espèce d'urgence parce qu'on sait qu'elle va s'arrêter et que voilà, et qu'on a envie d'en profiter. Mais c'est vrai que je suis aussi assez admiratif de ces gens qui, voilà, je leur dis, je reviens de tel voyage en Grèce, et ça les épate pas plus que ça. Enfin, ils n'ont pas spécialement plus envie d'aller visiter d'autres lieux. Et donc, oui, ça m'épate parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre finalement. Et j'ai l'impression qu'ils sont tout aussi heureux de ne pas comme ça se mettre des défis permanents. Et voilà, donc après, d'où viennent ces caractères? Ouais, ça c'est joli de se dire que on a plusieurs vies et que c'est finalement ce cumul des vies qui fait que petit à petit, on atteint une forme comment dire, pas de zénitude, mais en tout cas, voilà, on atteint une forme d'équilibre. Alors justement, là, on est tous, enfin, si on est, quel que soit l'âge de notre âme, on risque d'être tous peut-être confinés tout à l'heure. Oh Donc, non, ah, je sais pas, on peut en rigoler encore un peu. Vous, confinement, vous pensez qu'on sera confinés tout à l'heure ou pas, Michel? non, 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 non. Il a dit, M. Castex, il a dit que pas tout de Que suite, si on non. était tous raisonnables, on ne serait pas confinés. Donc, D'accord. je lance un appel à tout le monde. Il faut être très raisonnable pour pas qu'on soit confiné, D'accord. parce que voilà, on a déjà été confinés 2 fois et ça suffit. Et voilà. Et donc, on va s'en sortir en étant tous raisonnables. Et puis voilà, pour qu'on. Enfin, Et on va, non, mais le problème du confinement, c'est que voilà, si on confine pendant 3 semaines et que c'est reparti de plus belle derrière 15 jours après, c'est un truc insoluble. Donc, je pense qu'il faut vivre en partie avec maintenant, quoi, on a compris.
Bon, alors, justement, imaginons, on ne confine pas. On peut rêver là d'aller faire du ski de fond en Auvergne, par exemple, à Murol. Oui, J'ai regardé, ouais. il y en a, oui. On peut aller skier. Voilà, c'est ouvert. Murol est ouvert pour les lecteurs. Vous rêvez d'aller où, là? Ah bah c'est vrai que Murol, ça serait évidemment sympa, mais j'ai pas, enfin, je pense que je n'irai pas là tout de suite. Et ouais, non, non, mais voilà, Murol, c'est très bien, c'est une très bonne idée. Effectivement, sinon, bah, j'espère aller aussi sur les îles, parce qu'il y a Soleil Redouté qui est sorti l'année dernière, qui sort en poche d'ailleurs aujourd'hui aussi, hein, donc chez Pocket, le Soleil Redouté. Et c'est vrai que j'ai remis aussi le fait de retourner en Polynésie pour aller évidemment profiter, mais aussi pour aller rencontrer les lecteurs, pour aller signer, pour voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est remis à plus tard, et c'est aussi quelque chose que voilà. Quand on écrit un livre sur un lieu, c'est vrai qu'on a aussi envie d'y retourner, de rencontrer les gens qui l'ont lu sur place. Voilà, en attendant, voilà, on sait on peut partir en Auvergne Au moins, dans voilà. votre livre, aux presses de la Cité. Alors, on a des questions, je crois. Nous avons, même c'est sûr, attendez que je les retrouve. Nous avons une première question de Pauline. Alors, à la technique, ça se passe comment, Élise? À la technique, elle balance ou je lis la question de Pauline. C'était rien ne t'efface. Encore des paroles de chansons pour titre. Y a-t-il une raison à cela, Michel? Alors, bah, en fait, c'est venu au hasard au départ. Hein, c'était pas du tout calculé, prémédité. Puis il y a eu Un avion sans aile avec Sans concerner les coutures. Il y a eu Mourir sur scène qui était plus un jeu de mots avec la Normandie. Donc voilà, donc c'est pas prémédité. Et puis à un moment donné, je suis aperçu qu'effectivement ces titres de chansons revenaient souvent. Et là, je me suis dit, tiens, après tout, pourquoi pas continuer. Et donc, il y a eu L'Autorité assassin, il y a eu on l'a trouvé plutôt jolie. Enfin, donc depuis, on va dire, 4 ou 5 romans, c'est vrai que dès le départ, j'essaye de trouver un titre de chanson qui correspond, voilà, en tout cas des paroles de chansons, qui correspondrait au thème du roman. Et c'est pas toujours évident, mais là, Rien ne t'efface, c'est venu relativement vite. Et puis ça tombait bien parce que Rien ne t'efface collait bien au roman. C'était une chanson qui est à la fois connue sans que ça fasse tilt immédiatement non plus. C'est pas le titre de la chanson. Faut chercher un petit peu d'où ça vient. Et puis voilà. Puis c'était Goldman et voilà. Donc voilà. Ce que j'aime bien chez Goldman, c'est qu'il y a un côté il y a un côté populaire, discret, tout en ayant, enfin comme ça, enfin, voilà, il fait un peu le boss tout en restant discret. J'aime bien cette attitude-là. C'est le Michel Bussy de la chanson française. Ouais, cette idée, voilà un petit peu, mais bon, ça veut pas dire, à la fois, ça veut pas dire grand-chose, mais à la fois, il y a quand même ce rapport enfin, ce que j'aime bien chez Goldman, c'est qu'on pourrait comparer la littérature à la littérature populaire et finalement le rock à la variété, c'est-à-dire il y a quelque chose comme ça où la différence est essentiellement du domaine de la posture. Voilà, parce que Ouais. à quel moment Goldman fait du rock ou il fait de la variété, à quel moment Renaud fait de la variété ou fait de la chanson engagée, la limite, elle est très ténue et c'est sans doute vrai aussi avec la littérature et la vraie ou la fausse ou la populaire ou la blanche ou la noire. Enfin voilà, c'est toujours Et quelque puis, chose qui est très ténu. c'est un très bon titre parce qu'il parle d'amour, il parle de Oui, manque, et c'est exactement votre roman. On a une autre question de Didier. Et Didier, on vous voit. Oui, bonsoir, bonsoir Michel Voilà. Bussy. bonsoir. Je suis un lecteur auvergnat de vos nouvelles, donc j'ai hâte de découvrir nos paysages sous votre plume. Et d'autant plus que je confirme que la région, c'est effectivement une terre de randonnée. Ah Alors oui, ma question, c'était, je découvre avec plaisir toujours vos personnages d'un roman sur l'autre. Est-ce que vous n'avez pas eu l'idée justement de faire une série, une trilogie avec les mêmes personnages qui évolueraient dans le temps sous, par exemple, Malone, qui pourrait peut-être avoir d'autres aventures maintenant? Mm. Alors, c'est vrai que j'ai fait une suite. Alors, notamment, là, j'ai sorti Néo, qui était en fait une saga pour ados, qu'on peut lire à partir de 10 ans, et évidemment quand on est adulte. Et là, effectivement, il y aura 4 tomes. Ils ont 12 ans au départ, ils vont vieillir de 2 ans chaque année. Donc, le deuxième tome va sortir en juin. Ils auront 14 ans. Et donc là, effectivement, c'est les mêmes personnages qui reviennent d'un tome à l'autre. Et c'est vrai que c'est une écriture très différente, comme ça, de faire grandir des personnages, de créer un univers autour d'eux que j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que je ne l'ai pas du tout fait pour mes romans adultes.
essentiellement quand même parce que à la fin, généralement, ils terminent quand même assez cabossés l'histoire, même sans mourir, ou tout simplement ils ont vieilli et leur histoire est terminée. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi quand même quelque chose qui est vrai, c'est que mes personnages ne sont jamais des personnages d'enquêteurs. C'est généralement des gens ordinaires qui ont un métier en dehors de tout métier policier et à qui il va arriver une aventure extraordinaire. Et donc c'est relativement peu banal que, je ne sais pas, un médecin ou un instituteur ait 2 fois à résoudre des énigmes ou soit confronté comme ça à un crime. Et qui plus est, souvent un crime qui a lieu à leur histoire, leur enfance, etc. Donc pour moi, ça serait très compliqué finalement de faire revenir des personnages. Je me suis posé la question, par exemple, il y a Ne lâche pas ma main qui se passe à La Réunion, où il y a un couple d'enquêteurs que je vais faire venir dans une nouvelle et qui pourrait éventuellement revenir. Mais effectivement, on pourrait aussi imaginer, là, pourquoi pas que Nectaire revienne pour une autre enquête. Mais c'est compliqué parce qu'effectivement, c'est un tout et il y a une ambiance complète. Et je ne suis pas sûr que ce soit ce qui m'intéresse le plus finalement de redévelopper la psychologie des personnages plutôt que de raconter. Enfin, en fait, je raconte un peu l'histoire de leur vie, quoi. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qui m'agace avec les séries aujourd'hui. Moi, je suis assez peu amateur de séries parce que moi, je commence toujours une histoire par la fin. J'ai toujours envie de savoir comment ça se termine. Et quand des scénaristes de séries aujourd'hui travaillent sur des séries, même très sophistiquées, ils commencent toujours par se demander comment on va faire pour que ça ne s'arrête jamais. On parle de tout sauf de la fin, parce qu'évidemment, l'idée, c'est de tirer une saison 1, une saison 2, une saison 3. Donc, il faut que la série tienne debout sans la fin. Or, moi, je ne sais pas faire ça. Moi, je commence toujours par la fin et tout ce que j'écris va avoir un point d'arrivée, un point de chute que je connais dès le départ. Et ça tient formidablement bien. Alors, pas du tout, on ne va pas du tout là où on pense aller dès le départ, dans Rien ne t'efface, mais c'est du Debussy. Voilà, on a un point de chute, on en garde les pieds sur terre à la fin. Excellent bouquin, on vous le conseille. Merci beaucoup. Et on donne la parole maintenant à M. Castex, à M. Castex et Véran qui nous la réclament. Merci beaucoup, Michel Bussy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.